qu'on est entouré d'infos. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à développer son esprit critique? La première chose, c'est de bien comprendre les biais qui nous régissent. Je m'interdis de liker, ça me plaît trop. Est-ce que ChatGPT rend bête? Pas plus que le fait de demander à ton meilleur copain de faire ton devoir à ta place. Si tu délègues ton cerveau ou ta pensée à l'IA, à la fin, t'es pas capable d'en parler, t'as rien appris. Quels conseils concrets, justement, on pourrait donner à un manager qui a envie d'aborder ce sujet d'esprit critique au sein de son équipe? Parfois, nuancer un peu. De sortir de cette punchline et de ces phrases choc ou de ces citations, plus d'ouvrir un dialogue. Alors oui, c'est chiant, c'est long. C'est de la nuance, quoi. C'est le management. C'est du management. Bienvenue sur le podcast Manager Tout-Terrain. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Tillon. Salut Sylvain. Salut Simon. Eh bien écoute, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Sylvain, 43 ans, 2 enfants, entrepreneur un peu depuis mon jeune âge, enfin depuis mes 18 ans, avec une boîte de bijoux pour cheveux. Bon, on va pas parler de tout ça, il s'est passé plein de choses. Surtout reparti dans le monde de la pédagogie, c'est comme ma passion, mes amours. J'ai la chance, il y a 5 ans, de créer l'école dans laquelle j'aurais aimé être étudiant. Super. Le Bahut, qui forme des adultes en reconversion, pour l'instant à 2 métiers, bientôt 2 autres. Le premier métier, concepteur pédagogique, deuxième métier, chef de projet en IA. Et à côté de ça, j'ai une tendance terrible, c'est que pendant les vacances, je m'ennuie et je lance d'autres projets. Alors, il y a eu l'été 2018, le lancement de Copypost, qui était une page LinkedIn pour se moquer des posts plagiés. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, on n'est quand même pas sur un réseau de gens très innovants, finalement, en termes de blagues ou d'histoires inspirantes. C'est beaucoup des choses qui sont récupérées de Reddit, Facebook, Twitter, qui sont copiées-collées sur LinkedIn. Surtout avec la masse de contenu qu'il y a, quoi. Exactement. Et que cette démocratisation, qui est une très bonne chose, hein, c'est un réseau social. Mais finalement, c'est pas sur LinkedIn qu'on invente l'histoire, c'est ailleurs. Et que souvent, ceux qui récupèrent ça, c'est juste pour du like. Ils citent jamais l'auteur et sont passés pour l'auteur de la belle histoire. Donc, on a écrit une page pour un peu tacler les gens qui faisaient ça ou qui copiaient et collaient des posts, parce qu'il n'y a pas que sur des histoires inspirantes. Si tu fais un post qui marche bien, il est possible qu'il soit repris par quelqu'un d'autre en espérant faire autant de likes que toi. Ce que je trouve un peu fou dans l'idée, dans la démarche, sur un réseau pro. Et donc, c'est un moyen de tacler les contenus pourris objectivement. Oui. Parce qu'il y en a quand même pas mal sur LinkedIn, mais c'est un réseau que j'adore. C'est un des seuls sur lesquels je suis aujourd'hui. Et on était 2. Thomas, qui est un sniper fou, en 3 mots, il arrive à déglinguer l'auteur du post. Moi, j'étais moins fort là-dessus, moins à l'aise sur cette façon de faire. Pas tant éthiquement, juste je savais pas faire. Oui. Par contre, ce que j'aimais, c'est retrouver vraiment le post d'origine et en plus, potentiellement, démontrer que l'histoire était fausse, qui était déjà un peu détournée, que c'était pas le vrai truc. Et bon, on s'est fait traiter de nazis, de collabos, j'ai reçu des menaces de mort, enfin, truc flippant, juste parce qu'on se moquait un peu des gens. Ouais. Un avocat est venu nous aider pour nous défendre un peu, parce que lui, ça le faisait beaucoup marrer. Et il m'appelle en décembre 2020, donc 2 ans et demi après, en me disant « Syl, c'est cool, le plagiat, enfin, c'est intéressant. Mais là, il y a un truc bien plus grave en ce moment, c'est la désinformation sur le sujet de la santé, notamment avec les vaccins Covid qui devaient arriver. Et il y avait certains influenceurs qui étaient bannis de Facebook et Twitter. Oui, à l'époque, ils faisaient ça, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui, qui étaient sur LinkedIn. Des Jean-Marc Sabatier, des Christian Perron, ce type de profils qui font des cartons en bouquin à la Fnac, c'est dans les bouquins les plus vendus, je crois, mais qui racontent n'importe quoi sur le Covid et sur le vaccin. Et il me dit, ça te dirait qu'on fasse la petite sœur de Copypost, mais pour donner un autre point de vue aux gens, plus scientifique, plus sourcé, non pas pour leur dire que Christian Perron est un sale type, parce que c'est pas le sujet, mais de ce qu'il dit dans son post est potentiellement faux. Et pour donner des clés aussi aux personnes qui lisent tout ça, finalement. Exactement, qu'on explique notre démarche méthodologique et qu'on donne les articles scientifiques sur lesquels se baser. Ça n'empêche que effectivement, la science peut évoluer, qu'on ne sait pas encore tout, que c'était encore jeune à l'époque. Mais en tout cas, on savait déjà à l'époque que l'hydroxychloroquine ne soignait pas, par exemple. Ça n'avait rien d'en faire des caisses. J'en ai rêvé aussi. Franchement, quand Didier Raoult, en mars ou avril 2020, annonce qu'il a trouvé une solution magique qui ne coûte rien, je suis trop cool. Parce qu'en tant que dirigeant, je flippais. Ma boîte était fermée, j'ai plus de boulot. Mais bon, malheureusement, ça ne marchait pas. Et eux sont restés là-dessus. Et donc, il me dit, est-ce que ça te dit qu'on crée cette page? On a donc phosphoré 3 heures sur WhatsApp pour trouver un nom, qui est devenu donc C'est vrai ça. Et c'est devenu, par la suite, une association qui lutte contre la désinformation en général, sur LinkedIn pour l'instant uniquement. On traite à peu près 1500 sujets par an. On est
un petit groupe d'une 20aine de bénévoles. Il n'y a personne qui est payé pour faire ça. On fait ça par passion. Et on ne traite que les sujets sur lesquels on est tagué. Alors parfois, ils nous disent « Oui, mais ça, c'est un sujet futile. On s'en fout que ce soit la bonne citation ou pas. » Peut-être. Tag-nous sur d'autres choses qui te semblent plus importantes. Nous, à partir du moment où on est tagué, on va essayer de traiter. On traite à peu près 60%, entre 60 et 60% des demandes. Faute de temps, faute d'expertise, faute... Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, qu'on a tous des vies pro à côté et que c'est sur un modèle très au choix du débunker qui prend un sujet en disant voilà, j'ai 24 heures pour le traiter, sachant que l'objectif, c'est de traiter très vite le sujet. Tant que le poste a de la visibilité. Déjà, tant que le poste a de la visibilité, parce que notre but aussi, c'est de générer de la visibilité. Deux, il y a une étude récente qui démontre que si le fact-check est fait dans les 2 jours après les informations, il y a un bien plus fort impact que si c'est fait après. Limite, après, ça redonne de la visibilité à la fausse news. Alors que si c'est du fast-checking, c'est plus notre positionnement, là, on peut vraiment combattre. Et ça nous arrive, alors nous, c'est une petite fierté perso, c'est ma fierté perso, pardon, de faire des ratios. C'est-à-dire que notre commentaire de debunk fait plus de likes que le post de départ. Et ça, c'est un énorme kiff quand on arrive à ce que les gens ouvrent les yeux et se rendent compte que ce qu'ils avaient liké ou pas liké était complètement absurde. Parce que souvent, c'est des raisonnements très absurdes, en fait. Et quand tu prends le recul, tu dis, mais ok, ça touche tous mes biais d'empathie, de tout ça, mais c'est complètement con quand on y pense. Tiens, exemple. La grenouille qu'on met dans une marmite à feu doux et qui reste dedans et qui meurt parce qu'elle est jamais sortie. Ça parle, l'image, elle est cool. On a envie d'y croire. On a grave envie d'y croire et on se dit oui, moi aussi, je suis resté dans ma boîte avec un manager toxique et je suis parti en burn-out au bout de 5 ans. J'aurais dû partir plus tôt. À cause de cette connerie, il y a des chercheurs qui ont fait l'expérience plusieurs fois. Quelle que soit la température à laquelle se monter, la grenouille cherche à se barrer dès le début, en fait. C'est pas son environnement naturel, elle a rien à foutre dans une casserole. Donc que tu fasses bouillir ou que tu fasses augmenter toutes les 3 minutes à 0,1 degré, elle cherche à se barrer. Donc après, elle va mourir soit d'épuisement, soit effectivement de chaleur parce que elle n'a pas dû sortir d'une casserole trop haute. Mais du coup, cette image est fausse. Alors après, tu présentes ça comme une fable. Pourquoi pas? Pour venir soutenir un storytelling. Mais précise que c'est une fable et que c'est pas vrai. Mais je m'étais fait engueuler pour un autre truc. Sur le même sujet à peu près, sur le micromanagement. Quelqu'un avait fait le parallèle avec le fait de mettre un couvercle sur la casserole pour faire bouillir l'eau des pâtes et d'ouvrir le couvercle toutes les 10 secondes pour voir si ça bout. Il dit c'est complètement con, tu perds tout l'impact de ce couvercle et donc autant pas en mettre si c'est pour vérifier tout le temps. C'est un peu comme le manager. Si toutes les 3 minutes tu vas demander son salaire, alors t'as avancé, qu'est-ce que t'as fait, montre-moi, il fait plus rien et tu passes plus de temps à contrôler que de temps où tu le laisses faire des choses. Ouais. L'image est belle. Et je me dis, est-ce que c'est vrai cette histoire de couvercle sur la casserole pour faire bouillir la pâte? Et en fait, c'est plutôt faux. Ça sert à rien. Ça fait gagner très peu de temps et même si tu l'ouvres régulièrement, ça changera pas grand-chose. Le seul vrai impact, c'est au moment où l'eau bout, vraiment. Et là, ça va créer un changement de température et de fonctionnement sur l'air entre l'eau et le couvercle. Et là, le couvercle va pouvoir garder l'eau plus chaude plus longtemps. Mais pour faire monter en température, l'impact est minime. Et même si tu soulèves régulièrement, ça ne changera rien. Mais pourtant, ça parle aussi. Et tu dis oui, l'image, elle est cool. Mais en fait, scientifiquement, elle ne représente rien. Du coup, est-ce que c'est vrai que le fait de regarder quelqu'un en micromanagement toutes les 3 minutes, est-ce que ça va avoir un vrai impact sur son travail? Alors, là, oui, les études le montrent. Il n'y a pas de sujet. Mais du coup, pourquoi prendre un truc faux? Oui, c'est intéressant parce que du coup, tu viens aussi nous redire ce que les histoires viennent ancrer dans nos propres biais également. Oui, c'est ça. Et tiens, une autre histoire qui m'a rendu fou quand j'ai découvert que c'était complètement faux, parce que j'adorais le truc, parce que moi aussi, je m'étais fait avoir. J'avais dû mettre à like, je pense, il y a 7 ans quand c'est sorti. Ça parle de cette ballerine, une vieille personne, qu'on dit ex-ballerine, à qui on met un casque, des écouteurs, et on lui met le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Et tout d'un coup, elle se met à danser. Elle retrouve le sourire et elle se met à avoir des mouvements. Et à côté de ça, il y a une image d'une ballerine qui danse en même temps et on dit que c'est la même. Et on explique qu'elle reproduit vraiment les mouvements de la chanson alors qu'elle avait un gros Alzheimer, qu'elle a 0 mémoire et qu'elle sait à peine si elle a récommuniqué. Comme quoi, la musique adoucit les mœurs, voire elle permet de retrouver un peu de cognition. Je trouve l'histoire magnifique. Oui. Franchement, alors c'est sorti en 2019 en Espagne. Et donc là, c'est ressorti sur LinkedIn tout récemment. Je sais pas pourquoi, il y a eu un buzz autour de ça. On a creusé.
Elle a jamais été ballerine. Ils ont envoyé un faux diplôme de ballerine dans un ballet où le directeur n'existe pas. Les mouvements qu'elle fait selon une ballerine, ça n'a rien à voir avec la musique au moment en tout cas où on l'entend nous. C'est pas elle du coup qu'on voit sur l'image à côté en tant que ballerine. Et derrière, c'est une start-up qui vend de la musique pour personnes âgées pour lutter contre Alzheimer. Et là, je trouve ça un peu dangereux aussi en fait. Alors je trouve l'histoire magnifique, en mode conte. Pour autant, pour vendre un produit derrière, faire croire à des petits-enfants que tu vas aider ta mamie à retrouver un peu sa mémoire et tout, en lui mettant de la musique sur les oreilles, bah, c'est là que je trouve un peu grave, parce que tu vas dépenser de l'argent pour rien, voire tu vas la faire chier, ta grand-mère, en fait. Ouais. Je trouve, elle aime pas la musique. Dans l'ensemble, la musique, c'est bien, hein, a priori. Mais là, ça n'est pas du tout un produit médical, ça sert strictement à rien. C'est cool, mais offre-lui un CD qui l'éclate dans sa chaîne Hi-Fi et ça ira très bien, quoi. Comme c'est présenté comme vrai et que c'est servi à des fins marketing, il y a un côté qui nous laisse... Il y a une grosse perte de conscience. Ouais, je comprends. Et d'où j'ai envie de faire attention sur ces sujets-là. Ouais. Ça n'empêche que parfois, les études scientifiques ne donnent pas encore la réponse. Tu peux ne pas encore savoir si ça va marcher ou pas, tu peux espérer. Comme tous ces médicaments qu'on traite, qu'on essaye sur des gens, parce qu'en dernière phase, on essaye sur des gens, et t'es pas sûr que ça marche, mais tu acceptes ce doute. Là, limite, on est sûr que ça marche pas. Il n'y a pas d'études derrière. Et c'est plus ça qui m'ennuie, de chercher à te mentir, et surtout de te tromper, en fait. Plus que chercher à te mentir. Parce qu'on peut te mentir, mais si tu arrives à conserver ton esprit critique. Là, vraiment, le montage, la musique derrière, les sous-titres font que c'est très, très, très dur de garder la moindre barrière d'esprit critique. Complètement. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de désinformation, on va parler d'esprit critique, on va aussi parler d'IA. Et là, tu vois, les faits que tu nous as donnés, bon, peut-être que nos auditeurs, ils se disent, c'est des faits de société, comme tu disais sur la citation, est-ce qu'elle est de telle ou telle personne, on pourrait dire c'est pas très grave. Sauf quand tu construis les valeurs de ta boîte sur ces citations, ça m'est arrivé sur LinkedIn, c'était horrible. Une coach qui se félicitait d'avoir trouvé les 3 piliers d'une boîte et qu'elle avait appuyé sur 3 citations. Les 3 étaient apocryphes, non pas fausses, elles ne sont pas attribuées, pas à la bonne personne. Qu'est-ce que ça veut dire pour la boîte ? T'imagines, tu crées tes fondations sur des trucs faux ? Ouais, bien sûr. Ouais, je trouve que l'image est flippante, en fait, de se dire, ok, on s'est basé sur une citation qu'on trouve jolie, voire qui est peut-être prise à contresens. Exemple, la citation qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est de qui ? Attribué à qui, en tout cas ? Attribué à Mark Twain. Exactement. Donc, Huckleberry Finn, Tom Sawyer, la conquête de l'Ouest, l'Américain conquérant, sûr de lui, persévérant. Et en fait, il n'a jamais écrit ça. Il n'a jamais dit ça non plus. Alors, qui l'a dit ? Alors, celui qui a écrit la phrase la plus proche, c'est Marcel Pagnol. Cocorico. Je ne dis pas de bêtises, en 56 ou 62, dans ces eaux-là, dans un bouquin qui parle de cinéma. Et la phrase n'est pas tout à fait la même. Alors, je ne l'ai pas en tête, on vous la mettra en description et on vous mettra le lien. Mais il ne savait pas que c'était impossible, mais c'était l'idiot du village, alors il l'a fait. Et c'est plutôt soit une ode à la bêtise, que j'aime beaucoup, soyez un peu plus bête parfois, soyez un peu plus enfantin. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible et essayez quand même, comme un gosse qui essaye tout parce qu'il sait pas qu'on peut pas, il sait pas qu'il va tomber. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, parfois on s'empêche plein de choses parce qu'on a déjà vécu et qu'on se dit que c'est pas possible. Alors, un enfant testerait, ça se trouve, lui y arriverait. Oui, bien sûr. Et ou un peu d'ironie en fait, c'est parce qu'il était un peu naïf, un peu bébête, un peu bêta, qu'il l'a fait. Et là, c'est peut-être pas positif dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est pas le même, ça raconte pas la même histoire. C'est pas du tout la même histoire. Et du coup, si vous appuyez ça, que vous mettez ça en gros, parce que moi je l'ai eu sur mon Facebook quand j'étais plus jeune entrepreneur, je devais avoir cette phrase-là quand je faisais mes bijoux pour cheveux. Bon, j'ai été un peu bête. En fait, du coup, j'ai plutôt suivi celle de Pagnol et j'ai essayé de quelque chose qu'il fallait pas faire. Et c'était impossible et j'ai tenté quand même et j'ai pas réussi. Et donc, j'aurais bien fait de savoir que c'était Pagnol et pas Twain, en fait, à ce moment-là. Mais voilà, c'est plus ce que tu te dis de caler ta boîte sur une direction qui, en fait, est pas juste, voire est complètement détournée, parce qu'il manque souvent du contexte. C'était pas la même époque non plus, même sur des citations de Chaplin ou d'Einstein. Il n'y avait pas les mêmes choses à l'époque, il n'y avait pas le même monde. Il faut prendre les 3 phrases avant, les 3 phrases après pour voir si cette citation a toujours du sens aujourd'hui. Et c'est pas toujours vrai. Et alors, pourquoi aujourd'hui, selon toi, c'est l'esprit critique
c'est une compétence managériale qui est essentielle à avoir. Et pourquoi ce sujet, tu vois, il revient sur le devant de la scène et il revient comme compétence clé à travailler en tant que manager? Première grosse difficulté, c'est quoi l'esprit critique? Ah oui. J'ai travaillé sur le sujet récemment, il y a 14 définitions différentes. Personne n'arrive vraiment à s'accorder sur ce que c'est. Et enseigner l'esprit critique, c'est très complexe. C'est quelque chose de très transverse. Il n'y a pas une méthode. Moi, j'ai envie de te dire, il faut quand même pas mal de culture G pour être capable de détecter des signaux faibles dans ce qu'on te raconte et de dire ah, là, c'est peut-être pas juste. Donc, soit je prends pas l'info, soit je vais aller la vérifier parce que c'est quelque chose de stratégique. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on est entouré d'infos. Franchement, je suis sûr que si on n'a pas tant développé notre esprit critique, c'est à cause de ma génération et celle de mes parents, où à l'époque, quand on faisait un exposé, quand on travaillait sur un sujet, on allait à la bibliothèque regarder d'encyclopédie. Mmh. Et effectivement, j'ai recopié, moi, une encyclopédie pour un devoir parce que ça m'intéressait pas. Je me suis fait avoir parce que je lisais des mots que je ne comprenais pas. Mais ça n'empêche que dans l'encyclopédie, tout était juste ou presque. En tout cas, tout était vérifié. On se rend compte avec le temps qu'il y a des éléments pas tout à fait justes, que genre notre traitement de la guerre en Algérie, qui est une vision très française et pas Mmh. du tout algérienne du sujet, ou même avec du recul. Mais dans l'ensemble, tout était juste fait par des experts. Aujourd'hui, cette info, même les médias se mettent à faire de la course au clic, à vouloir sortir des titres qui font cliquer. Et en plus de ça, on lit de moins en moins de médias, on écoute de moins en moins la télé, on s'informe sur les réseaux sociaux avec des phrases très courtes qui font le buzz, qui sont des punchlines. Et on peut complètement se tromper aussi bien sur une strate d'entreprise que sur une strate de formation pour ses collaborateurs, à se dire: «Ah tiens, trop bien, il paraît que méditer 2 heures par jour, ça rend plus efficace et plus heureux». Ouais, attention, heu, méditer 2 heures par jour, c'est pas pour tout le monde, ça peut être dangereux, c'est mal encadré et c'est pas non plus un remède à un mauvais management, en fait. Mettez pas des cours de yoga le midi s'il y a du turnover. C'est pas ça, ni la table de ping-pong dans une startup, c'est la même logique, ou Oui, même on a du beaucoup foot. entendu toutes ces déviances, on va dire, sur les enjeux de qualité de vie au travail, finalement. Et c'est là où il faut reprendre l'esprit critique. Ouais, si mes collaborateurs, s'en vont, est-ce que le sujet, c'est qu'il manque, des paillettes? Ou est-ce qu'il y a un sujet de fond? Est-ce que je lance un diagnostic des risques psychosociaux pour identifier les vrais problèmes et voir si je peux mettre en place des choses? Ou peut-être que c'est inhérent à mon métier et que j'accepte Mmh mh. et qu'après je me patchwork, mais que j'accepte que c'est que du patch. Oui. En tout cas, l'esprit critique, tu disais effectivement, il y a énormément de définitions différentes, mais il y en a, on va dire que tout s'accorde à aller quand même vers sur la dimension de l'esprit critique pour que notre auditoire comprenne bien aussi. C'est aussi ce qui va nous emmener à prendre des décisions. Et en fait, il est intimement lié à la prise de décision en entreprise. Et donc, cultiver son esprit critique nous permettrait de prendre de meilleures décisions en théorie. Oui, avec plus de raison potentiellement. Après, moi, j'aime beaucoup aussi l'intuition. Mmh. Je suis un dirigeant plutôt assez intuitif. Alors, je pense que je prends en compte plein d'éléments que je vois, mais je passe pas par des SWOT, par des Mmh. matrices diverses et variées avant de lancer une nouvelle activité ou une nouvelle offre de formation. Et, et que mes études de marché, elles sont très limitées. Donc, je vais avoir des biais aussi parce qu'il y a 3 personnes qui me disent: ah, ça, c'est super intéressant. Je me dis, il y a un truc à jouer. Pour autant, ça dépend de son niveau d'ambition derrière, l'argent qu'on va y investir aussi. J'ai clairement pas une méthode mathématique pour Mmh entreprendre. mh, mmh. Parce que, avant tout, ça c'est mon goût perso, j'aime faire ce qui me rend fier le matin, ce sur quoi je me sens à l'aise aussi, où j'ai l'impression d'avoir une vraie valeur ajoutée et ce qui peut avoir de l'impact, quitte à faire ça en version toute petite. Je cherche pas à scaler, je suis très mauvais. Je cherche pas à reproduire trop Mmh. souvent parce que j'aime pas ça. Mais voilà, ça c'est mon plafond de verre à moi qui fait que je vais prendre des décisions pas toujours scientifiques parce que j'aime aussi apprendre en faisant des erreurs. Bien sûr. Pour autant, il y a des choses de base où, bah, j'ai appris à lire un bilan, d'une société. Ouais, elle annonce qu'elle fait 12 millions de chiffres et qu'elle est rentable. Ouais, un petit tour sur papers.com ou Mmh. sur société.com pour aller télécharger le dernier bilan, Ouais. pour voir réellement ce qu'ils font et quel est le type de business qu'ils font. Est-ce qu'ils sont rentables par leur activité ou parce qu'ils ont vendu, du matériel, une machine industrielle ou un local qui fait que cette année, ils ont des résultats exceptionnels et peut-être que l'activité quotidienne perd de l'argent. Ou encore ces boîtes qu'on voit dans les médias sur, du Madines, sur du Qui va être mon associé qui semble incroyable. Mmh. Tu regardes les vrais chiffres, tu dis: «Mais comment ça tient?»
Cette boîte, elle fait 3 millions de chiffres, elle perd 6 millions par an. Donc oui, enfin, je peux pas dire n'importe qui, c'est pas si facile et respect tous les entrepreneurs qui essayent parce que c'est un truc de Ouais, ouf. Mais tu investis 2 millions en acquisition, en SIA et en boîte de prospection, tu arriveras à faire du chiffre, hein. ouais, Pas sûr que tu gagnes de l'argent à la fin. ouais, tout à fait. Hem, Là, tu nous donnes un exemple, par exemple, qui est d'aller vérifier. Alors, vous serez étonné de tout ce qu'on peut trouver sur, société.com et Papers. C'est Il y a hallucinant, mais même si vous voulez être il y a sûr une que la entreprise, personne vous paye, mmh? avant de prendre une commande d'un client, allez regarder s'il est pas en sauvegarde, en redressement, si c'est marrant parfois de regarder ses dettes fournisseurs par rapport à son chiffre d'affaires. Mmh. Ça vous donne des idées aussi du temps qu'il met à régler ses fournisseurs. Enfin, on trouve plein d'infos en fait sur ces chiffres-là. C'est ce que tu étais en Ouais. train de dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire, parce que dans ce que tu es en train d'exprimer, je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui est tenue par un expert comptable qui s'appelle Bienvenue au cabinet, où il vient justement décortiquer toute l'analyse de la vision médiatique d'un sujet et d'une entreprise avec la dimension de toutes les informations trouvables sur Internet, et qui nous permet de faire vraiment une analyse poussée sur ce sujet. Et alors justement, moi, je voulais t'interroger aussi là-dessus sur comment tu entretiens ton esprit critique, au quotidien? Et est-ce que tu as justement des rituels? Donc là, tu nous parles de fact-checking, parce qu'en plus, c'est vraiment ce que vous faites aussi avec C'est vrai ça. Voilà, est-ce que tu as des choses que tu fais en particulier? Je lis beaucoup, alors sur des médias plutôt fiables. Ça n'empêche que même en lisant un média plutôt fiable, je vais garder un peu d'esprit critique. Mmh. Hem, je lis du papier, numérique, mais je lis des vrais journaux. Je déteste la vidéo, ça je pense c'est une chance. Pourquoi? Il faut que j'écrive un truc là-dessus. La vidéo te surcharge cognitivement. Ouais. Il y a de la musique, du son, des sous-titres, des choses à regarder, des émotions à voir dans la vidéo qui font que, bah, le fond va rentrer beaucoup plus facilement sans que tu te rendes compte que c'est complètement bidon. En plus, moi, ça arrive pas à me capter, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage. Je me fais chier face à une vidéo. Donc je préfère lire un texte, aller plus vite sur certaines parties, choisir ma partie, revenir dessus parce que j'ai pas tout compris. Les vidéos, je peux pas vraiment faire ça. Mmh. Ça m'impose un rythme, ça m'impose un narratif, ça m'impose un déroulé. Mais aujourd'hui, s'informer via des vidéos, c'est assez dangereux. Parce que même votre influenceur préféré super sérieux, il est pas toujours expert de son sujet, il peut passer à côté de la plaque, voire ne pas développer son propre esprit critique. Alors, je suis sur un podcast, tu as bien préparé ton sujet et tu as le droit de me tacler si tu as envie. Mais par exemple, j'ai un sujet sur les podcasts de Guillaume Pley de Legend. Mmh. Par exemple, quand il interviewe Sarkozy, alors c'est une chance de ouf, bravo à lui, c'est génial. Pour autant, il y a zéro esprit critique dans ses questions. Il y a zéro recul, il a pas vraiment préparé son truc. Il lui donne une tribune pour se défendre, pas inintéressant. Mais il y a quand même un jugement qui a été publié, pose des questions. Beh, c'est d'ailleurs, on l'a vu aussi aux États-Unis, mais c'est d'ailleurs pour ça, c'est les finalement, que Sarkozy a été uniquement faire son interview là-dessus. C'est que ça permet, par rapport à ce que des plateaux de journalistes n'arrivent plus à faire peut-être, ça permet d'avoir le temps d'étendre sa pensée, d'avoir en face quelqu'un qui est pas là pour challenger, et je pense que les politiques, par exemple, vont aussi sur ces émissions, pour ça. Mais en tout cas, tu as raison, ça Ouais, ça mais ne va pas ça le venir, rend sympa et il y a pas de contre-pouvoir ni de contre-discours dans cet exactement, ouais. échange et tu t'es pas trop informé sur cette affaire, bah, tu vas dire quand même, la justice française, elle est pas sympa avec Sarko. C'était un super président, il a fait Ouais. des choses bien, il s'est dévoué pour la France et pourquoi on le met en prison? Ouais, Ça c'est vient pas servir le discours de l'invité, ça manque de nuances. c'est sûr. Tu parlais des vidéos, je pense qu'il y a aussi la dimension de format court. Enfin, en fait, sur la désinformation, j'imagine que c'est des choses que vous voyez beaucoup aussi. Le format court, finalement, n'a fait qu'accélérer aussi ces sujets-là. C'est qu'on vient isoler un bout d'information, dans un contexte précis, sous un format de 30 secondes à 1 minute, et ça, c'est une dérive supplémentaire par Ouais. rapport à une vidéo d'1 heure, où on prend plus le temps Regarde ce qui s'est passé avec le d'éclairer. pâté Enaf. Tu as suivi cette histoire? Avec? Le pâté Enaf, Non. les langues de bœuf Enaf précisément. Il y a eu un bad buzz de fou parce que, le groupe Enaf, qui est une boîte qui a une très belle image, qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui fait un super boulot, achète en grande partie ses langues de bœuf en Amérique du Sud. Et lors de l'accord Mercosur-UE sur les produits agroalimentaires, on ils se sont fait bâcher là-dessus, alors que je j'ai pas le chiffre en tête, ça représente 2 de leur chiffre d'affaires ou 0,5 de leur chiffre d'affaires Mmh. et que de toute façon, on n'en produit pas assez en France pour, leurs achats. Et ils ont essayé de reprendre la parole, d'expliquer ce qu'ils faisaient pour de vrai en toute transparence. Bah, le bad buzz était parti.
Et c'est ça, c'est ce que je prenais comme exemple pour on isole un tout petit truc. Leur business, c'est pas de faire la langue de bœuf ou pâté NF. Mais je sais pas qui leur est tombé dessus, pourquoi et qui leur en a voulu, ou après c'est peut-être juste de bonne foi en découvrant ça et en se disant ouais, c'est marrant, ils écrivent que c'est fait en France alors qu'en fait ils achètent en Ouais. partie en Amérique du Sud. Et que c'est là, c'est très dur à rattraper en tant que dirigeant. Ce côté, on s'attache qu'à un tout petit bout. Après, nous aussi, en tant que c'est vrai ça, on peut s'attacher à un tout petit bout. Un tout petit bout qui est faux dans ton argumentation peut faire que tout est faux, pour moi. Ouais. Et que je perds la confiance en la personne. Là où, pour moi, les pâtés nafs l'ont récupéré ma confiance, c'est qu'ils ont expliqué. Après, je suis d'accord, pas d'accord avec l'explication, mais c'était transparent. Ça n'empêche que je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu leur prise de parole sur le sujet. On a beaucoup vu le fait que les pâtés nafs achetés en Amérique du Sud et que c'était inadmissible et que ça soutenait pas les producteurs français. Si on revient au niveau de l'entreprise, et ben là, ton sujet, il connecte à ça finalement. Euh, c'est quoi les risques pour une équipe de pas développer son esprit critique en tant qu'entité d'équipe, en tant qu'entité d'entreprise, bien entendu? Je sais qu'on avait parlé lors de la préparation, on avait notamment parlé de la cybersécurité, qui finalement est très proche de ça. Complètement, parce que, alors, c'est pas tant l'IA qui a un impact, même c'est de plus en plus facile grâce à l'IA de générer des vrais faux Le ou des phishing. faux vrais et d'accélérer la compréhension de l'autre, voire, je sais que ton fils est parti en Thaïlande et je Mm. peux cloner sa voix parce Oui. qu'il a fait un podcast et t'appeler depuis WhatsApp, voire même aujourd'hui on peut remplacer le visage, donc je récupère ces vidéos et je me remplace le visage pendant que je te parle Ouais. pour te faire croire que je suis en prison en Thaïlande et qu'il faut m'envoyer 3 bitcoins pour me faire sortir. Et qu'aujourd'hui, c'est plus faisable. Honnêtement, c'est pas nécessaire. Alors sauf sur des grosses arnaques, ça Mm. existe. Ils ont fait ça, à Hong Kong et je crois qu'ils ont réussi à récupérer 30 millions de dollars comme ça. C'est un faux CFO qui s'est pointé, à la réunion ou un faux PDG, mais le CFO était à Londres, le PDG était à Hong Kong et lui dit: «Ah, je suis en train d'acheter une boîte, faut vite que tu fasses le virement parce que sinon on va se faire doubler» et l'argent est parti, ils l'ont jamais retrouvé. Ils savent pas qui est derrière. Donc oui, c'est faisable. Honnêtement, il y a pas besoin de ça. L'arnaque du faux livreur qui te demande de reprogrammer et qui demande de payer 2 € pour reprogrammer, a priori, aurait touché des centaines de milliers de gens qui se seraient fait avoir Ouais. en France. Parce que ça joue sur un moment d'urgence, tu es en speed, tu es entre 2, effectivement, tu attendais un truc, c'est urgent parce que tu partais sur un salon, tu faisais un cadeau d'anniversaire le lendemain ou et tu pas fait gaffe, tu pas connecté que tu étais sur un faux site, que normalement une relivraison, c'est jamais payant. De toute façon, comme c'est que 2 €, c'est pas ils ont trop bien joué le truc, quoi et tout le monde peut se faire avoir. Oui. Ça, c'est en tant que particulier, mais en tant qu'entreprise, il y a des boîtes qui enfin, dès que vous êtes une entreprise un peu visible, vous allez être attaqué pour récupérer vos datas. J'ai un copain qui me racontait que dans sa boîte, une belle boîte de logiciels, 15 millions de chiffres, une belle boîte. Donc lui, c'est lui qui fait les virements et ils ont un système où on doit passer la commande dans un logiciel pour que lui, après, il fasse le virement. Et là, c'est un collègue à lui qui le contacte sur Teams, qui lui dit, «Putain, je suis sur un salon, il y a absolument besoin, il faut qu'on achète absolument 3 kakémonos, ça nous coûte 600 balles, mais notre stand, il est moche sans ça. Je peux pas passer par les systèmes traditionnels, est-ce que tu peux, oh, il dit pas: «Je peux pas passer», parce que j'en sais rien. «Est-ce que tu peux payer la facture vite, s'il te plaît? Et c'est 600 balles sur tel RIB». Et le pote lui dit: «Mais en fait, passe par le système traditionnel». Il fait: «Non, mais là, j'ai vraiment pas le temps que ce soit vu par tes comptables, puis que ça arrive chez toi, moi, j'aurais pas mes kakémonos et mon salon, il est pourri». Le mec était vraiment sur un salon, il était vraiment en Espagne à ce moment-là, donc tout était crédible. C'était le Teams. C'est le Teams de la boîte. Et mon pote lui dit: «Envoie-moi la facture» et OK, je paye. Et là, heureusement, il y a eu un bug, sur la facture, il y a des éléments qui allaient pas. C'était pas la bonne TVA en Espagne, il y avait des erreurs sur l'adresse, il y a des trucs qui collaient pas. Et là, il lui a envoyé un mail en disant: «Mais je comprends pas ta facture, pour moi, elle me semble fausse». Le mec a dit: «Mais je te l'ai jamais envoyée». C'était un Hmm. hacker qui avait chopé le compte Microsoft complet du collaborateur, qui avait chopé tous ses mails, donc il savait que tu étais sur un salon, qui avait préparé son arnaque. Qui a fait ça bien, quoi. Et qui a fait ça très bien, sauf sur la facture qu'il a mal générée avec Ouais. ChatGPT ou avec Gemini et qu'il y avait des erreurs dessus. Heureusement, du coup, lui s'en est rendu compte en disant: «Bon, bah, ça pue». C'est un peu d'ailleurs comme toutes ces factures qu'on recevait et qu'on reçoit toujours en tant qu'entrepreneur dès que tu lances ta boîte, avec des trucs un peu bleu, blanc, rouge. Tu dois absolument t'inscrire sur tel, Hmm. truc, INSET. Alors c'est pas INSEE, c'est enfin, ils Ouais. rajoutent une lettre ou ils enlèvent une lettre et tu payes à Malte, en Turquie et autres, pour être sur un catalogue qui n'existe pas, en fait et tu reverras jamais ton argent.
Et donc là, c'est là aussi, il faut développer son esprit critique, dire, mais est-ce que ça me parle? Ok, il y a bleu, blanc, rouge, mais est-ce que c'est une vraie boîte? Est-ce que Ouais. ça a du sens de payer juste parce que j'ai créé ma boîte? Non, mais ça marche très bien, hein, ces arnaques-là aussi. Et je trouve que c'est l'exemple que tu donnes sur la personne qui était sur ton ami qui était sur un salon dans le Teams, enfin, tu vois, le fait de pouvoir arriver dans le Teams de Teams de l'entreprise, ça, c'est vraiment la matérialisation voilà, de la hausse finalement de ces problématiques-là et que l'IA a pu aider, comme tu dis, en partie. Donc, c'est très concret, tu vois, comme exemple où n'importe qui aurait pu se faire avoir s'il avait vérifié un petit peu moins longtemps le document, par exemple. Et est-ce qu'il y a des techniques pour, justement reconnaître ce qui a été généré par IA? Les faux documents, par exemple, les fausses vidéos, les fausses images? Alors, c'est pas fiable à 200%. Mmh. La première technique, c'est toi, ton œil, potentiellement de retrouver la source quand c'est quelque chose qui a été publié sur le web, pour voir qui était le premier. Est-ce que c'est quelqu'un qui annonce qu'il fait de l'IA automatiquement ou pas? Est-ce que c'est publié par un média sérieux? Mais dans le cas d'une facture interne, vraiment pas simple. Alors honnêtement, les arnaqueurs prennent pas le temps de faire ça parce qu'en fait, ils peuvent brouiller le fait qu'on détecte que c'est fait par une IA. Néanmoins, dans la plupart des cas, ils le font pas parce qu'ils ont pas le temps et que c'est suffisant pour arnaquer les gens de juste d'envoyer une fausse facture. 2 outils qui sont gratuits. Après, tu as des abonnements payants, mais juste pour tester si tu veux jouer, on mettra en commentaire. Hive ou SiteEngine, SiteEngine est une boîte française, parisienne, j'ai découvert ça. Ils font un super boulot. Ils t'indiquent le pourcentage de chances que ce soit fait par IA et par quel type d'IA. Honnêtement, c'est plutôt assez juste. Ça n'empêche que, bah, il y a toujours une double vérif, parce que ça peut être de la retouche IA, ça peut être, enfin, je me rappelle d'une autre image qui avait fait scandale sur une journaliste palestinienne qui a été tuée, malheureusement, à Gaza, et que l'image qui est sortie d'elle était une image transformée un peu par IA, parce qu'il y avait qu'une toute petite image d'elle, vignette, où elle est un peu pixelisée, et quelqu'un a demandé à l'IA de magnifier cette image. Et donc, c'était plus tout à fait son menton, plus tout à fait son visage, mais c'était à peu près elle, mais pas elle. Mmh. Donc là, ça se trouve, tu mets cette image dans un détecteur d'IA, ça va dire 90% d'IA. Pour autant, la base était juste. Donc Ouais. voilà. Et donc, ça peut être un bout d'IA pour changer quelque chose sur la facture, je sais pas, et qui serait pour autant peut-être pas très grave et qui ferait que ça ne serait pas fausse. Donc, double check. Humain. T'appelles la personne, t'as reçu par mail, tu appelles sur son portable. La dure pour le hacker de choper le portable. Et est-ce que tu m'as envoyé des factures? J'ai un doute, est-ce que c'est bien juste ou pas? Mais voilà, il y a des outils, Mmh. mais l'humain, quand même, et la double vérification, il n'y a pas mieux. Mais un autre exemple, tu as sur le management. Tu vois passer un post comme quoi chez Netflix, ils font du congé illimité et que c'est extraordinaire. Depuis, ils ont augmenté de 20% la productivité parce que les gens se sentent plus libres, blablabla. Encore une fois, ça sert un discours. Ça, c'est un discours, ça fait de la pub à Netflix et ça va dans un certain sens. Pas d'esprit critique, tu dis, bah, trop cool, je vais mettre ça en place dans ma boîte, si plus 20% de productivité, ok. Sauf que 2 ans après l'étude du truc, on s'est rendu compte finalement, les vacances illimitées, les gens en prenaient moins que ce qu'ils avaient le droit de prendre, parce qu'ils se permettaient plus, ils osaient plus vis-à-vis des Mmh. autres. Vu qu'ils avaient plus vraiment de vacances, ils en prenaient plus. Donc après, il y a des boîtes qui ont mis en place des garde-fous en disant, bah, en France, tu prends au moins 5 semaines minimum, et après, tu peux compléter. Mais avec des difficultés d'égalité ou d'équité entre les gens, certains qui prenaient plus que d'autres, peut-être qu'ils sont plus efficaces, plus productifs, mais ça n'empêche que c'est toi qui te retrouves à bosser pour le collègue qui reçoit un appel et qui n'est pas là, et que c'est pas si simple à mettre en place. Donc toutes ces techniques managériales où on a changé notre modèle de prime pour les commerciaux, Ouais. attention, attention, c'est pas parce que tu as lu un article que c'est juste dans tous les cas, dans toutes les situations, pour toutes les boîtes, pour toutes les équipes. Et il y a tout un accompagnement à faire, même l'holacratie qui est potentiellement cool dans l'idée, mais c'est un vrai accompagnement, c'est du boulot, ça se décide pas du jour au lendemain. Prendre du recul, toi, sur ce que tu peux faire ou pas et sur le véritable intérêt et sur ce que tu Mmh. en attends vraiment. Peut-être expliquer pour ceux qui connaissent pas le terme? L'holacratie, c'est ce qu'on appelle l'entreprise libérée, avec une sorte d'absence de manager dédié, mais tu vas créer des référents par sujet dans la boîte, qui vont être soit choisis, soit, enfin, qui vont se proposer, qui vont être choisis par le reste de l'équipe et qui vont avoir des responsabilités et qui vont potentiellement recevoir des primes en fonction de ces responsabilités-là, qui peuvent aussi choisir un peu leur salaire, mais leur salaire va être accepté ou pas par les collègues. Enfin, il y a tout un modèle Ouais. beaucoup plus. C'est l'équipe qui met en place la stratégie et la régulation quotidienne, Mmh. mais un cadre finalement très fort sur plein de choses, sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire et des process de partout.
pour qu'on sache ce qu'on peut faire de ça. Et je trouve Qui l'idée très demande, intéressante, mais attention, ça demande du temps, ça demande de l'accompagnement, ça demande de l'argent, ça demande de la transfo, ça demande des gens qui aiment ce modèle-là aussi, que c'est un modèle un peu plus autonomiste qu'une boîte où on te dit ce que tu dois faire et on te suit un peu plus sur ce que tu dois faire, et que ça peut faire peur à certaines personnes, voire ça peut les mettre Mmh. dans l'embarras et de se retrouver un peu perdus sur leur tâche où, oui, ils sont responsables du truc, mais ils n'y arrivent pas et il n'y a personne pour dire comment faire. C'est un vrai sujet culturel de toute façon. On pense à Jonathan Potier, du milieu de la formation, qui est, je crois, dans une entreprise, de ce style-là. Tout à l'heure, on parlait, tu vois, on a commencé à évoquer des manières de faire pour vérifier, par exemple. Hem, L'esprit critique, moi, je me rends compte, quand on en parle dans les formations, c'est très, heu, c'est très abstrait pour beaucoup de gens et il y a un peu cette question qui revient toujours qui est: est-ce qu'on peut vraiment apprendre à développer son esprit critique? Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu d'inné? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? La première chose, c'est de bien comprendre les biais qui nous régissent. Et quand tu vois quelque chose qui te plaît trop, qui rentre trop dans ce que t'aimes ou qui t'énerve trop, stop. Prends du recul, réfléchis, enfin pose-toi, souffle et réfléchis. Bon, après, est-ce que c'est ma méthode aujourd'hui? Et je m'interdis de liker, ça me plaît trop. Parce que ça rentre trop dans mes biais à moi et j'ai besoin de vérif et j'ai besoin de plusieurs personnes qui vont en parler avant de dire, bon, ok, à partir du moment où je like, ça rentre dans ma tête, quoi. Ça n'empêche que il y a pas besoin de like pour que ça rentre dans votre tête. C'est la stratégie de certains médias qui aujourd'hui vont répéter des infos qui, même si elles sont fausses, au bout d'un moment, tu les entends tellement souvent que tu vas penser qu'elles sont vraies. Donc attention à ce côté de vu que je suis pas sûr, je prends pas en compte, ça n'empêche que ton cerveau, il prend un peu en compte. Mmh Il mh. entend un peu et ça va ouais, c'est un peu la fenêtre d'Overton, hein, aussi, Ouais, ça va semer des graines. Fenêtre d'Overton, c'est le fait de dire le pire pour que le un peu moins pire devienne acceptable. Et aujourd'hui, on l'a agrandi ouais. incroyablement en 15 ans. Enfin, là, il y en a quand même un qui a dit sur une chaîne très regardée: «Il faudrait faire comme aux US, organiser des rafles, pardon, pour expulser, les migrants illégaux. Il y aura probablement des bavures, tant pis, c'est le jeu et il y a que ça pour redonner de l'ordre en France». Bon, c'est pas tout à fait la citation. Mmh mh. On mettra en commentaire s'il y en a qui veulent aller vérifier. Il a vraiment dit ça, ce que j'ai regardé récemment. Je trouve ça fou d'oser dire ça. Ça vient agrandir, comme tu dis, la fenêtre, Oui, du coup, les gens d'Overton. vont s'offusquer, donc déjà, vont en parler. Donc, on va entendre ça de partout. Et derrière, quand tu diras, qu'on ferme les frontières ou que, on est beaucoup plus dur sur la partie bah, ça deviendra presque plus acceptable Ouais. que les rafles. Et c'est ça la fenêtre d'Overton. Donc attention à ces trucs où on réagit pas, où on fait semblant de pas entendre. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut réagir, parce que c'est une vraie technique, le rage bait, qui est de mettre quelque chose choquant pour que les gens réagissent et que ce soit visible et que ça joue la fenêtre d'Overton. Donc notamment ces citations, cette punchline, elle est peut-être sortie un peu de son contexte, elle est je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est fait pour. Donc donc Ces contenus très énervants mmh. sont là pour que tu dises: «C'est faux, il a pas dit ça, je suis pas d'accord» et pour les rendre visibles et que finalement ça rentre dans la tête de certaines personnes. Donc ton premier conseil, c'est pour, développer son esprit critique, Lâchez votre téléphone, arrêtez de regarder la télé, renseignez-vous sur des sources un peu plus sérieuses. prendre du recul sur justement les choses qui rentrent dans nos têtes au fur et à mesure. Ouais, faites gaffe à ça, heu et vérifiez. On vous envoie même si c'est votre, manager ou votre collaborateur qui vous sort une initiative incroyable d'un concurrent ou Mmh. d'une autre boîte, prenez le temps, essayez de regarder la source, regardez sur quoi c'est appuyé. Est-ce qu'ils ont vraiment mesuré l'impact ou c'est juste un effet de com, comme on disait tout à l'heure sur les congés payés chez Netflix? Parce que c'est pas moyen de faire parler de Netflix et ça a été une pub gratuite pour eux pendant longtemps. Hem, Avant de vous prendre des décisions. Ça veut pas dire qu'il faut pas réagir vite, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre des décisions rapides, hein, moi j'adore ça aussi, d'être, je disais tout à l'heure, plutôt intuitif. Mais faites attention quand ça vous plaît trop ou quand ça vous énerve trop, c'est aussi, ça. Et Et soyez capable de vérifier, ça prend pas des plombes, hein. Alors on m'a dit ça, parce que j'ai expliqué comment j'avais retrouvé certaines images. «Ouais, si je dois prendre 30 minutes pour vérifier chaque image, on n'est pas fini, moi je suis pas journaliste, c'est pas mon boulot». Non, j'ai mis 30 minutes j'ai mis 2 minutes pour trouver que l'image était vraie, parce que c'était publié par des journaux sérieux. Par contre, j'avais du mal à retrouver le ticket de caisse associé. Alors c'est une image du PDG de Ryanair qui est à mmh, côté d'une dame dans un restaurant et il a la photo du ticket où sur la facture
pour ce PDG, ils auraient rajouté des faux frais liés au fait qu'il puisse allonger ses jambes, qu'il soit dans un espace calme, etc. Enfin, un peu comme on a dans les avions Ryanair. Ok. D'avoir des couverts propres. Ouais. Il y avait des surcoûts. Et j'ai retrouvé Pour la l'image, mais j'ai blague, pas retrouvé donc, la facture. c'est-à-dire qu'ils auraient mis ça sur le ticket de restaurant. Oui, ils auraient mis ça. Et j'ai retrouvé la photo, donc la photo était vraie. Et j'ai mis un peu de temps à retrouver la facture, parce que j'ai pas retrouvé tout de suite à l'endroit où il l'avait diffusé, mais la facture était vraie. Après, j'ai voulu savoir, parce qu'il écrivait dans l'article qu'il avait de l'humour, qui était sympa et qu'il avait laissé un gros pourboire. Est-ce que c'était vrai qu'il a laissé un gros pourboire? Et est-ce qu'ils l'ont fait payer ou pas, finalement, ce truc-là? Et là, c'est là que j'ai creusé plus et que j'ai pris aussi un peu de temps pour pouvoir réécrire une réponse, comme quoi bah, c'était plutôt vrai, et que j'ai retrouvé toutes les sources. Ouais. Mais ça m'a mis 2 minutes à vérifier que l'info était plutôt juste. Après, elle est marrante. Est-ce qu'elle a un impact dingue? Impact de com incroyable pour le restaurant, qui a fait le buzz sur Facebook, sur Instagram, dans les médias. Donc très bien joué de leur part. Ils ont dit que s'ils revenaient, la prochaine fois, ils le feraient payer. Hâte de voir. Je suis pas sûr que ça se refasse une deuxième fois, et que ça fasse autant le buzz parce que c'est rigolo une fois, mais peut-être pas deux. Surtout que la deuxième fois, c'est un peu du plagiat. Mais voilà, c'était intéressant à découvrir et ça m'a pas pris des heures non plus. Oui. Là, c'est sur peut-être un micro point de détail, mais tiens, exemple managériel, lié à la formation bien-être des collaborateurs. Est-ce que c'est vrai que prendre une douche glacée tous les matins te, te permet de rester en bonne santé? Ou en meilleure santé que si tu le fais pas? Là, je vais vous recommander un autre outil qui est consensus.app, qui est une plateforme qui permet de rechercher dans les études scientifiques ce qui se dit sur un sujet. En langage naturel, vous écrivez votre question: est-ce que le fait de prendre une douche glacée fait que je tombe moins malade? Et ça va vous donner un consensus scientifique, ça va vous sortir les études, vous pourrez y accéder, regarder les biais dans ces études, la taille des cohortes, est-ce que ça a été cité, est-ce que c'est dans des journaux fiables et sérieux, parce qu'il y a un vrai sujet dans la science en ce moment, aussi, de Oui. revues prédatrices. Il y a une étude en Angleterre, donc déjà, Consensus te dit qu'il n'y a pas assez d'études pour donner une conclusion définitive sur le sujet. Et en fait, quand tu creuses un peu cette étude depuis Consensus, tu vois que en Angleterre, ils ont moins de jours de congés payés que nous, et surtout, ils ont très peu de médecins. Enfin, ils ont moins de médecins que chez nous. Donc, c'est difficile de rencontrer un médecin. Et ils ont des jours de rhume ou petite maladie où tu vas pas chez le médecin pour faire un arrêt alors que tu as un gros rhume. Et oui, les gens qui prenaient du GAC ont eu moins de petits rhumes que les autres. Donc, ils ont moins de pris de jours off pour petite maladie. Par contre, ils ont pris autant d'arrêts maladie que les autres. S'ils doivent tomber malades, qu'ils prennent des douches glacées ou pas, ils seront vraiment malades. Et ils disent: attention, on se rend compte que ceux qui prennent des douches glacées le matin, bah, du coup, se mettent à se coucher un peu plus tôt. Parce que après une nuit de 3 heures, prendre une douche glacée, je t'assure que c'est vraiment dur. Par contre, après une nuit de 8 heures, c'est plus jouable. Et qui se mettent à faire un peu plus attention à leur santé, à manger un peu mieux, il se met en place un cercle vertueux de je fais attention à moi. Donc, est-ce que les petites maladies ne sont pas venues parce qu'ils prenaient une douche glacée ou parce qu'ils mangeaient mieux, parce qu'ils dormaient plus? Ouais. Et l'étude dit bah, à confirmer, à retravailler avec d'autres cohortes. Il y a potentiellement un biais, en tout cas. Donc, très nuancé par rapport au Ouais. posting qui dit de prendre des douches glacées, surtout qu'il y a d'autres articles qui disent attention, tu peux aussi mourir d'une crise cardiaque si tu es fragile au niveau du cœur. Ouais. Donc, à ne pas faire dans tous les cas, moins sur douche glacée que le bain glacé. Enfin, je sais pas, c'est Wim Hof, un Oui, meuf, influenceur oui, bien sûr. qui met en avant ça, comme quoi il est plus malade, qu'il va dans l'eau glacée tous les jours. Ça, c'est dangereux. Mmh. Si c'est pas accompagné, encadré, que tu n'es pas en bonne santé, que tu n'es pas en forme, etc., là, tu peux faire un arrêt cardiaque. Donc, Ouais. très nuancé, ça veut pas dire que c'est faux. Mais là, le consensus t'aide à identifier les différentes études sur le sujet et à te donner de la nuance. Oui, c'est intéressant. Parce qu'en fait, un des éléments, on parle de vérifier depuis tout à l'heure, l aujourd'hui, il y a des études sur tout. Donc l'idée, c'est aussi de se dire: quelle est la méthodologie de l'étude? Tu parlais de comment mesurer l'impact des choses tout à l'heure. Nous, par exemple, nous, chez MyConnecting, c'est une des choses qu'on essaye de faire le plus possible, c'est d'aller mesurer l'impact des formations. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est le sujet de la transparence. C'est que quand tu arrives avec un chiffre de retour sur investissement de la formation ou avec des taux au-delà des taux de satisfaction, mais des taux de sérénité, etc., c'est de se dire, et on essaye de se l'appliquer le plus possible, c'est quelle est la méthodologie de l'étude qu'on vous a fournie. Et finalement, d'être transparent sur cette dimension, plutôt que juste de dire, bon, bah voilà, le marketing nous dit que. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'on est tous biaisés par ça, parce qu'on est tous, que ça soit au niveau pro ou perso, targetés d'un point de vue marketing et d'un point de vue commercial
Chaque fois qu'on a toutes les personnes qui nous écoutent qui ont déjà reçu une présentation commerciale, bon, bah, il y a énormément de biais forcément parce que l'entreprise se montre sous son plus beau jour. Bien sûr. Et donc, c'est comment on va aller creuser tout ça aussi. Oui, et de choisir ce qu'on montre et bravo pour votre démarche de transparence. Moi, dans le monde de la formation, sur Calliope, on te demande de sortir quelques stats, par rapport à ton Mmh. nombre de personnes qui sont entrées en formation, nombre de personnes qui ont abandonné, nombre de personnes qui ont réussi à la fin. Mais sur des formations, en contrat pro, contrat apprentissage, jamais un taux d'insertion. Pour moi, le seul intérêt, Mmh. c'est à la fin, est-ce qu'ils ont un boulot et dans le secteur sur lequel ils ont été formés. Mais cette stat n'est pas obligatoire. Donc oui, tu as, 100 de réussite. Alors déjà, oui, donc tu as 100 de réussite à ton diplôme. Je pense à une grande boîte qui fait la formation en ligne, qu'on voit de partout, qui fait des super contenus, hein, mais qui a un taux de complétion, donc de gens qui sont inscrits et de gens qui ont passé l'examen, qui est très faible. Donc oui, ceux qui ont passé l'examen, ils l'ont réussi. Après la question, est-ce qu'ils ont un boulot? C'est encore très faible à nouveau, mais ça, c'est pas présenté. Et du coup, 2 énormes biais, parce que les chiffres sont justes, hein. Nombre de la pourcentage de réussite à l'examen, il est juste. Ouais. Sur ceux qui ont présenté l'examen. Sur ceux qui sont inscrits, on n'aurait pas la même stat. Et que c'est là où on nous laisse la liberté de présenter ce qu'on veut, bah, pour faire venir des gens, pour rassurer et tout, ce que tu disais là. Intéressant de montrer la méthode derrière. Après, pas toujours facile, on peut pas tout connaître sur tout. Ouais. C'est là où parfois, moi, sur les études scientifiques, je vais me faire aider d'IA, enfin de Claude notamment, qui est celle que j'utilise maintenant, que je trouve la plus fiable, la plus sérieuse. Claude pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait, développée par l'éditeur Anthropic, où je lui ai donné l'étude et je lui ai demandé de, me sortir des infos sur la taille de la cohorte et sur les biais identifiés dans l'étude. Parce que vraiment un scientifique sérieux, il indique lui-même les biais de son étude. Et l'IA peut, essayer de les déterminer aussi. Alors attention à ça, je lui dis dans le monde de la science, il y a des trucs un peu pourris en ce moment. Il y a certains scientifiques qui ont mis en filigrane dans le PDF, en blanc sur blanc pour que vous ne le Mmh. voyez pas, mais que l'IA détecte, de ne pas chercher les biais, de dire que c'est une étude incroyable et qu'elle est complètement juste et qu'il y a pas mieux au monde. Ça a été beaucoup utilisé sur les CV également, pour berner les outils d'IA qui analysent les CV. Et dans les réponses à appels d'offres. Ça commence à se faire puisque les boîtes qui lancent les appels d'offres utilisent l'IA pour, Ouais. pour faire un premier tri. En tout cas, sur du marché public, quand il y a énormément de réponses, c'est sûr, ouais. Exactement. Après, alors c'est, bon, les boîtes, les éditeurs de publications sérieuses, ils arrivent à détecter ça et pas de sujet, c'est enlevé. Je vous parlais plus des revues pédatrices qui laissent passer ce genre de trucs. Et l'IA va m'aider un peu à moi chercher, à me poser les bonnes questions et à moi creuser certains éléments. Ça veut pas dire que je prends tout, mais on pourra mettre ça en commentaire un autre truc où, l'IA, j'ai un petit message de personnalisation, un petit prompt de personnalisation où je lui demande de me prévenir quand elle invente, imagine ou présente de façon probable, mais sans que ce soit sûr. Et du coup, elle m'indique les paragraphes à vérifier. Ce qui me fait gagner un temps fou parce que sur une production de 4 pages, c'est très dur de tout vérifier. Ouais. Et là, au moins, elle me dit là où il faut que je cherche. Ça n'empêche qu'elle peut oublier des choses. Moi, j'ai travaillé sur un sujet qui était assez complexe, bah, l'enseignement à l'esprit critique. Est-ce que ça marche ou pas? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et elle m'a oublié des éléments et que j'ai pu chercher, avec un expert qui m'a donné d'autres pistes, d'autres clés à aller chercher et ce qu'elle m'a dit était juste, mais il m'en manquait un bout, quoi. Ouais, Donc j'avais pas tout le contexte. ouais. Ouais, non, bah, c'est une des difficultés quand on utilise l'IA, surtout sur des longs documents et cetera, c'est qu'on va pouvoir enfin, elle peut complètement omettre des choses. Donc là, c'est un exemple, tu vois? C'était ma question justement sur comment on peut servir de l'IA, au service de son esprit critique. Donc il y a l'analyse, comme tu l'as dit. Il y a l'aide, ouais, à identifier des biais que tu aurais pas le temps de trouver parce que l'étude est trop longue et tout ça. Après, elle va m'aider potentiellement à synthétiser ce que j'ai trouvé. Donc je sais ce que je veux raconter. Parfois, ça peut être très long parce que tu as ouvert 12 études, tu as vu plein de choses. Voilà les 3 idées clés. À partir de ces documents, peux-tu m'aider à structurer la réponse à faire? Mmh. Et je serai capable de challenger la réponse parce que j'ai lu le document et je sais ce que je veux en dire. Et que là, parfois, tu as tellement de choses à dire, tu oublies l'essentiel, tu rentres dans des détails qui servent à rien et tu peux perdre le lecteur parce que c'est une de nos autres spécificités. On s'impose de répondre en 1250 caractères, qui est la taille maxi proposée par LinkedIn en commentaire. Mmh. On a fait des tests, si on met 2 commentaires, le deuxième commentaire, personne ne lit ou les liens ne Oui. sont pas cliqués. Donc on veut répondre en un seul commentaire, court, synthétique, avec accès à toutes les sources. Donc là, l'IA peut m'aider parfois, sachant que c'est cette compétence qui est la plus compliquée pour recruter chez CRSA. Trouver
Si tu passes du temps, tu trouveras. Synthétiser ce que tu as trouvé dans quelque chose d'intelligible, sympa, fun à lire Mmh. et complet sans se perdre dans les détails, c'est pas si simple. Qu'est-ce que vous donnez du coup, tu vois, aux membres qui arrivent chez vous? Un membre qui rejoint C'est vrai ça, donc tu dis qu'il y a il faut recruter sur certaines compétences, mais bon après ça reste de l'associatif Alors il y a un dans votre test. démarche. Il y a un test Ouais. d'entrée sur des sujets complexes. Non, je me rappelle, on s'est banané, alors on ne l'est plus, je peux te le raconter. Je sais pas si tu as vu passer ce post d'une innovation incroyable, parce qu'en plus ça revient en ce moment, de bancs en Serbie qui étaient faits en béton avec des algues à l'intérieur qui, capturaient la pollution. Innovation incroyable où en ville, bah, tu peux mettre ça et du coup ça capture une partie de la pollution et on nous a demandé: «Est-ce que c'est vrai ça?» Premier réflexe, bah, est-ce que cette boîte existe? Est-ce que ça existe? Réponse: «Oui, ça existe». Ils ont même gagné des prix et tu peux t'arrêter là. Mais c'est là où tu as pas utilisé ton esprit critique. Première question, c'est quoi la pollution? Et là, ces algues traitent une partie du CO2, un peu comme un arbre. Mais déjà, est-ce que le CO2 est une pollution? Est-ce que c'est le gaz le plus dangereux émis en ville? Il y a les microplastiques, il y a d'autres gaz que ça va pas du tout toucher. Donc non, ça va stocker un peu de CO2. 2, il faut quelle énergie pour produire ce banc en béton? Parce que dire en plus, il faut changer les algues tous les ans, il faut le brancher à l'électricité pour qu'il y ait une vie dedans et finalement ça consomme peut-être autant, voire plus que ça ne récupère. 3, est-ce que tu mettras pas juste un putain d'arbre Mmh. qui va te faire de l'ombre en été, qui va réellement capturer, qui va remettre dans les sols et qui va faire qu'en plus les eaux de pluie vont pouvoir s'écouler quand il y a trop de pluie? Bah si, si en fait, vaut mieux un arbre. Cette innovation sert peut-être strictement à rien et que c'est là où on s'est fait avoir nous parce qu'on a voulu et il y a quelqu'un qui a répondu en expliquant: «Oui, c'était plutôt vrai, qu'il y a des études qui montraient que blablabla, que ça récupère du CO2 et tout». Quelqu'un de l'asso a dit: «Mais est-ce que c'est vraiment le sujet en fait?» Ouais, faut aller donc c'est ce que je retiens vraiment, c'est tu t'arrêtes pas au premier point. C'est que là, de prime abord, on aurait pu on aurait eu envie de dire: «Oui, oui», Oui, c'est et puis vrai. on passe au sujet d'après. Et en fait, non, tu as été, chercher, enfin, c'est ce que vous invitez à faire en tout cas, c'est d'aller creuser davantage. Quelle est la question derrière la question finalement? Bah, tiens, j'ai un autre exemple, plus management cette fois-ci, d'un gars, très coach sportif, limite masculiniste, blablabla, très, élitiste, qui, pousse une étude qui explique que si tu dis à quelqu'un: «Tu es brillant», il va devenir feignant, alors que si tu lui dis: «Bravo pour ton travail, continue», il va faire encore plus. Conclusion, fouettez vos salariés, arrêtez de les complimenter. Il y a Basé d'autres sur des é il y études a d'autres études qui contrediraient ça, mais basé sur une vraie étude scientifique faite aux US. Donc on demande si c'est vrai. L'étude existe, mais elle est faite sur des gamins de 8 ans, sur un exercice de mathématiques, de logique, pas simple. On se souvient tous qu'à l'école, bah, les maths, c'est pas la matière que tout le monde préférait. Donc lui, déjà, parlait d'un test de QI, alors que ça n'a rien à voir avec un test de QI. C'est des gamins de 8 ans et effectivement, on leur a dit ils ont fait un premier exo, on a dit à une moitié, «Tu es super fort. Maintenant, est-ce que tu veux l'exercice encore plus dur ou est-ce que tu veux l'exercice du même niveau?» Bah, ceux-là ont plutôt répondu: mmh, «Du même niveau». Ils ont pas voulu mettre en danger l'intelligence perçue par le prof. Mais d'où le biais en plus, hein, et la perception du prof. Deuxième groupe, eux, ils ont pris l'exercice plus dur. Ceux à qui on dit: «Bravo, tu fais un super boulot, continue comme ça». Je dis: «OK, je veux bien le plus dur». Et donc voilà d'où il tire sa conclusion. Sauf que c'est des gamins de 8 ans, que sur les gamins de 14 ans, ça marche déjà beaucoup moins bien. Sur des adultes, en tout cas, ça n'a pas été étudié. Et donc c'est pas du tout à généraliser. Et donc oui, l'étude existe, sur une cohorte de 200 gamins, mais ils disent pas quand même quelle classe socio-professionnelle ils viennent, dans quel type d'école, et puis quel est c'est leur sur rapport 200 intelligence. personnes. 200 Et puis sur finalement, c'est 200 sur 200 gosses, gamins. aux US, où l'école, on te dit tout le temps: «Tu brillant». Enfin, j'ai eu la chance d'aller vivre un peu au Québec et ma fille s'en est plaint, très française dans l'âme, de: «Regarde papa, j'ai fait un dessin, il est un peu nul et la maîtresse m'a dit qu'il était trop bien. Moi, j'aimerais bien qu'elle m'aide à progresser». Très français. Mmh. Là-bas, c'est vrai que c'est bien plus encourageant, ce qui est cool pour la confiance en soi, parce que c'est vrai qu'en France, on peut un peu la saper. Même si les profs sont géniaux, ils font un boulot incroyable, bravo à eux, Mmh. merci et c'est pas du tout une critique. J'ai juste que c'est un peu différent là-bas, mais en tout cas, pour ma fille, c'était trop et donc aux US,
il y a aussi ce biais-là qu'on n'aurait pas en France. Donc, est-ce que ce qui est fait aux US, ce serait vrai sur des gamins français? C'est pas sûr non plus. D'où on fait une généralité, on fait un post LinkedIn pour dire au manager, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non. Ouais. Dangereux. Pour autant, l'étude existe. D'où, voilà, faut parfois creuser parce que c'est très facile de partir d'un truc vrai, d'en créer un truc faux. Ouais. Ou un truc dont on n'est pas sûr. Une étude qui est utilisée beaucoup dans des formations qui s'appelle le schéma de Mehrabian, qui est Ah sur oui, le, bien voilà, sûr. le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Alors, encore Génial. une fois, il sert donc, l'idée de l'étude, c'est de se dire que le non-verbal a un impact, je crois, de 50. 67%. Voilà, exactement. Donc, en fait, a un très fort impact sur la communication par rapport. Donc, le deuxième le plus grand pilier, c'est le paraverbal, donc plutôt la tonalité, etc. Et le troisième, ça va être le verbal, donc les mots qui n'auraient un impact que de 7% dans la communication. Et c'est hyper intéressant parce que ça a été enseigné et partagé dans des formations pendant des années et des années. Et en fait, il y a Et- énormément de biais dans cette étude. Et l'étude, je crois que c'est pour comprendre l'émotion d'une personne et pas du tout Exactement. comprendre un message. Et en fait, c'est l'interprétation de l'étude qui est fausse. Et C'est-à-dire que l'étude est juste, elle existe, Oui, mais exactement. c'est pour comprendre l'émotion de quelqu'un, sur quoi tu t'appuies, sur ce qu'il dit, sur sa façon de le dire, ou de comment il réagit. Bah, assez logiquement sur comment il est, le visage qu'il va montrer, et ça paraît finalement assez obvious quand on le dit comme ça. Sauf que ça a été détourné pour dire que dans n'importe quel discours en tant que manager ou dans la publicité, le plus important c'était le non-verbal ou le paraverbal. En fait, non, pour regarder l'étude, c'est pas ça qu'elle dit. Et pour autant, et c'est là que c'est intéressant, c'est que, tu vois, moi, ça m'arrive d'en parler de cette étude en formation, d'en expliquer les biais, bien entendu, mais parce qu'elle sert un discours, encore une fois. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de se dire, bah, tu vois, finalement, il y a des choses parfois qu'on a envie d'utiliser parce que ça sert un discours qui est faire comprendre aux personnes qui nous écoutent que le non-verbal est très important et qu'il faut faire attention à ça par rapport à des personnes en formation qui sont plutôt une tendance à vraiment vouloir travailler sur leurs mots, alors qu'en formation prise de parole, c'est pas ce que tu as envie de faire. Donc, bien entendu, je te rassure, Ouais, mais je donne les éléments. Mais tu vois, c'est intéressant parce que parfois, on n'a pas envie de faire mal, finalement. bien sûr. On a envie de servir le discours qui est positif. Et comme l'effet Pygmalion, ça te parle, ou Mm. l'effet Rosenthal, qui dit que si tu dis à quelqu'un qu'il va y arriver, bah, il a plus de chances d'y arriver que si tu lui dis et tu aucune chance. Euh, Malheureusement, important à connaître, enfin, pas malheureusement, je reprends mes idées. Malheureusement, assez vrai sur les filles en maths, parce qu'on dit aux petits garçons qu'ils vont y arriver, aux filles que ça va être difficile pour elles. Et d'où ça devient une prophétie autoréalisatrice, là où en Iran, alors c'est pas un pays que je recommande sur plein d'aspects, Mm. mais il y a beaucoup plus de femmes scientifiques, de femmes dans la tech qu'en France, où il y en a très peu, mais lié à la façon d'enseigner. Ça n'empêche que même cette étude est à nuancer. C'est plus vrai sur les petits que sur les plus grands. C'est vrai quand c'est fait au début pour une nouvelle maîtresse, moins si c'est ta maîtresse que tu as depuis 4 ans, ça marche plus après. Et donc voilà, il y a plein de nuances dans cet effet. Et d'où, attention à vous, enfin, c'est important de l'avoir en tête, vous, que vous pouvez casser la motivation et la confiance de vos équipes en leur disant vous avez aucune chance. Alors vous pouvez peut-être leur donner un surplus de motivation, de confiance en eux en disant je suis sûr que vous allez y arriver. Donc c'est ça que ça veut dire, mais c'est pas pour autant une formule magique et que si vous leur donnez pas les clés pour y arriver, et que derrière vous êtes un micromanager et que vous êtes un tortionnaire, ça marchera pas. Voilà, c'est juste, c'est ce que tu dis, c'est Ouais. bien de le connaître, c'est bien de savoir en parler, c'est bien d'être capable de nuancer derrière, que c'est pas juste et parfait, que c'est pas une science exacte, déjà c'est les sciences humaines en sciences sociales, c'est ça qui est aussi passionnant. Mais pour autant, d'en avoir conscience pour ne pas baser votre stratégie managériale ou votre stratégie d'entreprise que sur ces éléments, Mm. même s'il y a une étude scientifique derrière. On va arriver tout doucement à la fin. J'ai encore 2 questions. Il y en a une, c'est quelque chose qu'on a énormément entendu. J'aimerais ton avis là-dessus. Est-ce que l'IA rend bête? Est-ce que ChatGPT rend bête? Génial. Ah, je la voulais, celle-là. J'ai failli t'en parler tout à l'heure. Non, pas plus que le fait de demander à ton meilleur copain de faire ton devoir à ta place. À la fin, tu ne seras pas capable d'en parler face aux profs de ton devoir vu que tu l'as pas écrit. C'est ça et seulement ça que l'étude explique. Que si tu délègues ton cerveau et ta pensée à l'IA, bah à la fin, tu n'es pas capable d'en parler, tu n'as rien appris. Donc oui, ça te rend un peu con dans ce sens-là, dans le sens où bah, tu as fait faire à quelqu'un d'autre. Mais que ce soit ChatGPT ou moi qui ai recopié une encyclopédie quand j'avais 14 ans, que je me suis fait coller en cours de musique parce que je ne comprenais pas ce que je lisais,
C'est pas l'encyclopédie qui m'a rendu bête, c'est mon usage de l'encyclopédie. Là où les encyclopédies avaient fait vachement ce travail, qu'on leur fasse confiance, l'IA le fait aussi beaucoup, enfin ChatGPT et d'autres, trop parfois. On a tendance à survendre ou à croire que ça fait rien de bien, mais il y a pas de truc nuancé entre les 2. Il y a beaucoup de vendeurs de magie derrière ces outils-là et beaucoup de gens qui, par flemmardise, manque de temps, manque d'envie, vont déléguer une partie de leur travail à l'IA et qui sont pas capables de revérifier derrière, qui l'utilisent pas comme un assistant ou comme un amplificateur, mais comme un stagiaire, gratuit. Mmh. Tu as dû entendre parler de ces 2 rapports en Australie et au Canada, je crois que c'est Deloitte et Oui, KPMG, oui, oui. pour 400 000 et pour 1 million d'euros à peu près. Voilà, pour des cabinets de conseil, donc bien payés, bien cher, Bien effectivement. implanté, bien visible, bien gros Qui et aurait qui du coup utilisé l'IA, en grande partie pour aurait, créer. vu qu'il y a des fausses Oui, oui. sources, des faux articles scientifiques, des fausses jurisprudences, enfin que tout est bidon et enfin tout est bidon. Une partie est bidon en tout cas et donc ça veut dire qu'ils ont même pas relu ce qui a été écrit, ni vérifié les liens qui ont été mis dedans. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser l'IA, hein. Moi j'utilise beaucoup, je trouve ça Mmh. très intéressant, il y a plein de cas d'usage que je trouve géniaux. Mais effectivement, là, c'est un exemple de, bah, l'IA rend con. Parce qu'ils ont envoyé un rapport qui a été payé, qu'ils ont pas relu. Comme c'est le rapport de la santé aux US déjà. Bon, après, la santé aux US, pas simple, mais qui avait aussi été écrit par IA en démontrant que le Doliprane donnait, rendait autiste et que les vaccins, tuaient les gens. Et qu'ils ont réussi à trouver des études, bidonnées pour mettre dedans ou des études qui n'existaient pas, mais sortir ces chiffres-là ou ces légendes urbaines. C'était nous, c'est le vaccin contre une hépatite qui dans les 80 fin des années 90, on a voulu l'obliger et il y a eu un scandale derrière parce qu'une étude, je crois sur l'autisme, c'est là où c'est sorti la Mmh. première fois et qu'en fait cette étude anglaise était bidonnée, mais on n'a jamais réussi à revenir dessus vraiment et que c'est resté un peu dans la tête parce que c'est passé aux médias. Je me rappelle d'avoir entendu ça sur TF1 effectivement et que j'avais un peu en tête ça et en fait, quand on se rend compte du truc, bah, l'étude a été rétractée par la suite, Mmh. elle était pas juste, la cohorte était pas bonne et les enjeux étaient ailleurs. Ça veut pas dire d'ailleurs, c'est un des trucs, hein, c'est on va croire à ces fake news quand on est un peu fragile nous aussi, quand il nous arrive une merde qu'on n'arrive pas à expliquer ou que la science n'arrive pas à expliquer ou que les médecins n'arrivent pas à expliquer. C'est là où on est un peu plus en fragilité. Ouais. Mais, encore pour l'IA, non, ça ne nous rend pas bêtes, ça dépend comment on l'utilise, d'où faut se former à bien l'utiliser potentiellement, ou mettre en place un cadre de comment on l'utilise et comment on retravaille sur ces documents. Donc tu remettras, mon petit prompt là de Ouais. personnalisation, parce que j'entends que relire, 100 de ce qui a été produit par l'IA, ce soit dur, pas agréable. Moi, j'aime pas trop ça non plus. Par contre, de relire que 20 en plus, moi, il y a presque un petit côté, satisfaisant. Je suis un peu fier de montrer de voir que l'IA, elle s'est un peu trompée ou c'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait ce que je pensais moi. Donc ça m'oblige à relire un bout, à réécrire un bout et ça, je trouve ça intéressant comme, façon de fonctionner. En tout cas, je pense que l'IA, on peut pas s'en servir, en remplacement de compétences. Tu vois, nous, sur les parcours de formation en management, par exemple, on est en train de, les nouveaux parcours qu'on déploie, on intègre de l'IA au service de la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va continuer à se former au feedback, on va continuer à échanger sur les bonnes manières de faire des feedbacks, ce qu'il faut éviter, on va faire des jeux de rôle, on va s'entraîner. Et seulement une fois qu'on a bien compris cette compétence, qu'on s'est basé sur la méthode DESC, la méthode STAR, etc., là, on va se dire, OK, et comment l'IA peut m'aider dans ce contexte-là et comment l'IA peut m'aider pour préparer mon entretien de feedback, etc. Et comme ça permet de quand même garder son esprit critique parce qu'on a développé la compétence en tant que telle. Oui, mais c'est drôle de vouloir le garder face à l'IA et pas face à un prof ou un formateur. Je me fais avocat du diable là, Ouais. parce que une IA bien configurée que tu aurais justement travaillé toi pour qu'il puisse s'entraîner avant de venir en formation, c'est pas inutile non plus. Et qu'après, ils viennent se tester en formation et faire les vrais cas pratiques et se mettre en Mmh. situation. Que je trouve l'IA très intéressante à l'école parce qu'on ne sait pas individualiser les parcours. Alors que finalement, c'est ça qui est le plus efficace pour l'apprentissage des enfants. Et que l'IA peut aider ça. Après, une IA, alors on va éviter de faire ça avec Grok ou avec Snapchat, on fait gaffe. Mais une IA où le prof a configuré son IA, a créé son GPT, son GEM, ou son projet Claude et qu'il le partage et que les gens peuvent travailler dessus, où on est sûr qu'il y a bon contenu de cours et que l'IA était un peu cadré pour ne pas sortir trop, je trouve ça quand même assez génial aussi en Mmh. complément. Ça Bien sûr. n'empêche qu'il y a alors soit avant, soit après. Toi, c'est avant, mais pour moi, les 2 sont utilisables. La mise en collectif, le travail avec un expert et la validation de ce que tu as compris Bien pour être sûr. capable de passer à l'action derrière. Parce que c'est pas tout d'avoir entendu et de savoir répondre à un QCM.
Ce qu'on veut en entreprise, c'est qu'il y ait un vrai passage à l'action, un vrai Ouais. changement. Et pour moi, ça vient aussi du collectif, hein. Faut que tout le monde soit OK. D'où la formation va être Mmh. importante à ce moment-là pour traduire la strate derrière qu'on en définit sur comment on fait des feedbacks, sur comment on réagit chez nous. C'est quoi Ouais. notre culture de management sur ce sujet-là. Et OK, je suis à l'aise, j'ai compris, je sais pourquoi j'y vais et je peux tracer ma route. Ouais. Voilà, donc les deux sont intéressants, c'est juste pour faire l'avocat du diable et t'embêter un peu. Carrément. Et qui est une très bonne technique d'ailleurs d'esprit critique, l'avocat du diable. Mettez-vous en réunion sur un sujet et d'identifier une personne ou même collectivement comment, comment on pourrait être en désaccord avec la décision qu'on est en train de prendre. C'est intéressant de faire ce chemin, ce chemin méthodologique. Autre chose, j'ai vu, tiens, une étude super intéressante qui montre que ce qui marche le plus pour prendre des bonnes décisions, c'est de faire parler tout le monde. Donc de faire gaffe à ceux qui sont influents, qui sont grande gueule, qui parlent bien, qui font style, ils ont de la culture parfois aussi, parce qu'ils n'en ont pas toujours. Faites parler les introvertis, faites parler ceux qui sont plus timides, faites parler toutes les personnes autour de la table, donnez-leur un temps de parole, et c'est là où les décisions sont les mieux prises, Mm, mm. plutôt que de suivre les 2-3 leaders qui ont pris la main sur une réunion. Et Ouais. l'IA peut vous aider parfois à détecter ça. Il y a eu des gens qui ont beaucoup plus pris la parole, et que la décision n'est pas tant collective Ouais. que poussée par une personne. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le biais d'ancrage. C'est l'idée de se dire la première personne qui va prendre la parole pour donner son avis en réunion, il va souvent servir un peu de point de départ. Et on peut avoir une tendance à se rallier à ça, surtout s'il y a aussi un biais d'autorité, par exemple si c'est le manager, complètement. Moi, je voudrais te poser une dernière question avant de te laisser là-dessus. Tu parlais de collectif. Quels conseils concrets, justement, on pourrait donner à un manager qui a envie d'aborder ce sujet d'esprit critique au sein de son équipe? Oh, très bonne question. C'est presque d'avoir le réflexe quand il y a des news envoyées sur la newsletter interne ou sur le Teams de la société, de parfois nuancer un peu, de sortir de cette punchline et de ces phrases choc ou de ces citations et dire: «Attention!» alors sans être le rabat-joie, parce que c'est pas dire c'est surtout pas attaquer déjà l'auteur de la phrase, de la punchline ou la citation, enfin la personne qui l'a partagée, mais dire: «Attention, c'est pas tout à fait juste, je suis pas sûr que ce soit Mandela, je suis pas sûr que ce soit Churchill, je suis pas sûr que cette étude sur, le fait de féliciter les gens, enfin sur leur travail plutôt que sur leur intelligence, soit généralisable. Mmh. Voilà quelques nuances que je te propose, qu'est-ce que tu en penses?» donc plus d'ouvrir un dialogue. Alors oui, c'est chiant, c'est long, c'est de la nuance quoi, C'est le management. c'est du management et d'ouvrir ça sur quelques sujets, tendances qu'on voit beaucoup, ça peut être d'ouvrir quelques réunions là-dessus et c'est pas tant la réponse, le vrai faux qui est intéressant, mais d'ouvrir un débat justement, sur, ces congés limités, sur ce genre de choses. Si on est à l'aise, hein, si on a bossé un peu le truc, même sur la semaine de 4 heures, parce que comme il commence à y avoir des études qui ont été faites dessus, ou sur les sujets moins lourds et moins complexes à mettre en place en entreprise. Mmh mh. Hem, juste sur la phrase ah si, ça peut être ça, si vous la connaissez pas, la photo de la meute de loups. Qui explique qu'on met les plus vieux devant, comme ça, c'est eux qui dictent le rythme, le plus fort derrière, parce qu'il protège sa meute, les plus jeunes au milieu, je sais pas quoi, et que c'est ça être un leader, c'est se mettre au diapason de son équipe, c'est pas de tirer tout le monde, c'est plutôt de les suivre et de les protéger, les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent bien travailler. Bah, demande alors pourquoi c'est con, cette photo? Alors, peut-être pas avec ce mot-là. Pourquoi c'est absurde? Surtout que la photo, on les voit les loups dans la neige. Ils sont en train de tracer le chemin. Si tu mets les plus vieux devant, c'est eux qui font le plus de taf pour ouvrir le Mmh. chemin. Donc si tu veux les faire canner plus vite, pourquoi pas? Mais si tu veux plutôt les préserver, bah, tu les mets plutôt à l'arrière parce que devant, en fait, c'est celui qui va le plus bosser. Donc là, Ouais. c'est pas logique par rapport à cette idée-là. Aussi, tu mets le leader derrière pour protéger la meute, mais protéger de qui? De quoi? Qui c'est qui attaque des loups? À part nous, les humains. Avec un fusil, on shoot celui qu'on veut, mais ils sont pas attaqués par les ours ou par les aigles. Ils sont le prédateur ultime, tout en Ouais. haut. Pas besoin de protéger qui que ce soit. Et qu'en plus, on voit un peu la traîne et que c'est souvent alors dans les meutes de loups, pour avoir un peu étudié le sujet, il y a parfois un peu un paria, un qui est un peu, rejeté par la meute, mais pas vraiment rejeté parce que sinon il serait plus là. Sachant qu'il y a pas vraiment de vieux chez les loups, la moyenne l'espérance de vie, c'est 6 ans et dès que tu es fragile, vieux, blessé, tu es plutôt exclu parce qu'ils ont pas autre chose à faire malheureusement et il faut qu'ils se sauvent les autres, faut qu'ils se sauvent aussi. Donc tout est faux en fait, tout est absurde quand tu remets ça dans un angle de vue qu'on parle de loup et non d'humain. Pour des humains, c'est peut-être pas complètement bête à réfléchir, Mmh. de ne pas toujours vouloir aller plus vite, de pas laisser de côté certaines personnes et de voir comment faire avancer tout le monde. Mais en fait, te dire: «Attention à ces absurdités qui vont peut-être me faire prendre des mauvaises décisions» et de faire réfléchir les gens là-dessus. Parce qu'en fait,
les gens sont intelligents. Ils ont l'esprit critique. Ils osent plus l'activer ou ils n'ont pas d'endroit pour le faire. Donc pour moi, en tant que manager, ce serait de votre rôle de leur redonner un peu ces endroits-là et de vous faire aider potentiellement, vous, pour prendre la main dessus, être plus à l'aise. Et surtout pas, vous n'êtes surtout pas garant de la vérité. Même nous, c'est Ouais. vrai ça, c'est pas du tout notre sujet. On est capable de chercher si c'est plutôt juste, plutôt faux. Souvent, honnêtement, c'est ni vrai ni faux, c'est à nuancer. Et c'est ça qui est le plus marrant. Mais moi, enfin, moi c'est ça que j'adore, c'est de découvrir toutes ces nuances. Trop bien. Bah, merci Sylvain, merci d'être venu, merci d'avoir consacré voilà, 1 heure de ton temps à ce podcast. Ce que je voulais faire, c'est en profiter pour t'offrir le livre blanc L'esprit critique à l'ère de l'IA, pourquoi et comment le cultiver en entreprise, auquel tu as Contribuer, participé trop cool. exactement sur Merci. un article sur le fact-checking avec C'est vrai ça justement. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous et bah, écoute, en tout cas, on mettra tous les réseaux sociaux de C'est vrai ça, de Le Bahut bien entendu et encore merci pour ta présence. À bientôt. À bientôt.